Donc pour cette troisième journée, nous commençons une conférence avec Marc Sauvage, qui est astrophysicien au CEA, à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, comme tous les astrophysiciens du CEA. Et lui, il est spécialiste des émissions infrarouges du milieu interstellaire, mais il est surtout le patron des instruments, presque. Il a été le responsable des contributions du CEA au satellite Herschel, que vous devez connaître. Et maintenant, il travaille sur Euclide. Il est un des 2 représentants français au bureau du consortium d'Euclide, qui est un instrument qui va rechercher, nous aider à dépatouiller un petit peu le mystère de la matière noire, de l'énergie noire plutôt. Je vous laisse avec lui. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et donc moi, je vais vous parler d'Euclide, ce satellite qu'on voit représenté ici. Ça, c'est une image de synthèse, mais en fait, c'est une image de synthèse qui est extrêmement réaliste. Le satellite ressemble quasiment trait pour trait à ça, et il est en train d'être assemblé dans sa version de vol en ce moment, pratiquement en ce moment en Italie, pour un décollage qui sera prévu pour 2023. Alors, ceux qui ont un peu l'habitude des satellites, de l'astronomie, peuvent distinguer qu'en fait, il s'agit d'un télescope. Un télescope, c'est fait pour capter de la lumière. Et donc, la question que je vais m'attacher à résoudre aujourd'hui, que j'espère clarifier pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'on s'attache à faire un télescope extrêmement précis, extrêmement propre, pour aller capter ou comprendre des choses, la matière noire, l'énergie noire, dont on ne cesse de nous répéter qu'elles sont invisibles et insaisissables. Et ce paradoxe-là, en fait, j'espère vous transmettre à la fin de cette conférence. C'est un paradoxe en fait assez général de la physique et de l'astronomie. Il y a un long chemin entre ce que l'on cherche à voir et la façon dont on le voit. Et on va en parler aujourd'hui à propos de concepts qui sont des concepts relativement mystérieux, matière noire et énergie noire. Alors d'abord, je voudrais m'attacher à ce terme « noir » parce que je pense qu'il y a une chose importante à réaliser, c'est que en anglais, où ces concepts ont un peu émergé parce que globalement la communauté scientifique parle anglais, on utilise plutôt les termes « dark matter » et « dark energy ». Et les Français, nous, on l'a traduit en matière noire, énergie noire, et c'est un léger glissement de sens qui, à mon avis, dit beaucoup de choses et nous entraîne sur une piste qui est plutôt mauvaise. Alors en fait, du point de vue de la physique, il y a une grosse différence. Il y a une erreur à ranger matière noire, énergie noire avec d'autres choses qui sont noires, comme les trous noirs ou le corps noir, c'est-à-dire l'émission d'un corps qui aurait une température donnée. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle black body, black hole. Et la raison, c'est que quelque chose qui est noir, ça se voit. Et la preuve, c'est que même maintenant, on arrive à voir les trous noirs. Ça, c'est en 2018, la première image d'un trou noir avec son disque d'accrétion et de l'ombre portée de ce trou noir sur ce disque d'accrétion. C'est le trou noir de Messier 87 dans l'amas de la Vierge. Et on me dit que sans doute en 2022, on aura le même type d'image sur le trou noir du centre galactique. Ce sont des images qui sont faites avec le télescope qui s'appelle Event Horizon, qui est en fait un interféromètre réparti sur toute la Terre et qui permet d'avoir ce type d'image. Donc, ce qui est noir, ça se voit. Ce qui est dark, c'est plus mystérieux. Et donc la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'en choisissant noir, on a voulu se rapprocher de concepts type magie noire pour évoquer un petit côté mystérieux? Et je pense que voilà, ça c'est un peu une erreur parce que dark matter, dark energy, ce sont des choses qui sont non pas explicitées ou qui ne viennent pas de concepts fondamentaux de physique, mais ce sont des choses qui sont contraintes par la physique. Et d'ailleurs, la magie noire, c'est plutôt black magic, donc c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, on va plutôt parler de matière sombre, d'énergie sombre, ou de matière obscure, ce qui serait peut-être même encore mieux, et d'énergie sombre. Et en fait, si vous revenez dans la culture populaire, il y a le dark side of the moon, le côté obscur de la Lune. En fait, il n'est ni plus ou moins noir que le côté visible de la Lune. La différence, c'est qu'on ne le voit pas. Et si vous repartez encore plus loin dans la culture populaire,
dans la guerre des étoiles, il y a les Dark Lords of the Sith, et le problème des Jedi, c'est qu'ils n'arrivent pas à les voir. Donc le côté obscur, c'est ce qu'on ne peut pas saisir. Et donc c'est ça qui nous intéresse, plutôt que le côté noir. Alors Euclide, on va faire un petit détour sur Euclide. Pourquoi est-ce qu'on a appelé notre satellite Euclide? Alors je vous montre cette image, cette très belle fresque qui est au Vatican, qui est par Raphaël, une fresque de la Renaissance, à l'époque où la culture occidentale se met à redécouvrir l'immense apport des philosophes et des scientifiques grecs. Donc là, c'est une représentation assez idéale de tous les grands grecs classiques, avec Platon et Aristote au milieu. Il y a plein de codes à trouver dans cette image. Il y a des portraits des différents personnages contemporains. Il y a Raphaël qui se trouve ici. Et là, il y a un groupe de personnes, dont ce personnage-là, alors sur ma reproduction, elle n'est pas terrible, mais ce personnage est en train de dessiner des choses avec un compas. Et ce personnage, c'est Euclide. Euclide, c'est un savant géomètre et c'est un des premiers à avoir essayé de faire une formalisation des connaissances géométriques de son époque en les rassemblant dans tout ce qui pouvait être construit à partir d'une règle et un compas. Donc Euclide, c'est un géomètre. Et nous, le consortium Euclide, la mission Euclide, on se place sous l'égide de ce géomètre. Alors ceux qui se souviennent un peu de leur concept mathématique, ils se rappellent que Euclide donne son nom à une géométrie dite euclidienne. Et ceux d'entre vous qui ont des connaissances plus poussées en physique savent que la géométrie euclidienne, elle ne s'applique pas à l'univers. On est plutôt dans un univers qui est non euclidien, qui est courbe, dans lequel des droites parallèles peuvent se croiser. Mais n'empêche que Euclide est un géomètre et que la géométrie, c'est un concept qui va beaucoup nous intéresser pour essayer de comprendre quelque chose à ces choses que sont matière noire et énergie noire. On va travailler à essayer de mesurer des choses géométriques. Alors, moi, je vais surtout m'attacher dans cette conférence à vous montrer pourquoi on peut mesurer des choses liées à la matière noire et l'énergie noire, même si on ne peut pas les saisir, et comment on va le faire. Mais je voudrais quand même faire une petite introduction à ce que sont, ou ce qu'on pense, d'où viennent ces concepts matière noire et énergie noire. Et si vous êtes intéressé à pousser cette chose-là, il y a une conférence vendredi de Francis Bernardo qui sera disponible sur la chaîne YouTube des rencontres et qui vous explique beaucoup plus en avant quels sont les concepts qu'on est en train de tester dans ces deux domaines. Alors, la matière noire, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, enfin, dont on voit les signes depuis très longtemps, à partir des galaxies et de leur rotation, et même encore avant, à partir des vitesses des galaxies dans les amas de galaxies. Alors là, je vous ai représenté différents types de rotation, et comment cette rotation donne une signature observable. Si vous imaginez la rotation type roue de vélo ou rotation solide, et que vous regardez la vitesse angulaire en fonction du rayon, elle croît linéairement. Tous les objets sont entraînés à la même vitesse. L'objet est solide, même vitesse angulaire, ce qui donne une vitesse linéaire qui augmente en fonction du rayon. Vous connaissez aussi peut-être les lois de Kepler, qui définissent les lois de rotation quand en fait on a la dominance gravitationnelle d'un objet central. Dans notre système solaire, le Soleil, c'est 99% de la masse totale du système solaire, donc on peut vraiment considérer qu'il est le maître de la rotation dans le système solaire. Et bien dans ce cas-là, la vitesse de rotation décroît avec le rayon. Plus on est loin de l'objet central, et moins on tourne vite autour. Avec ça, en fait, on s'est attaqué à essayer de comprendre la rotation des galaxies elles-mêmes. Alors, les galaxies sont des objets massifs. On ne peut pas considérer qu'ils soient dominés, que la gravitation soit dominée par la partie centrale de la galaxie, mais on s'était dit à un moment, en s'éloignant du centre de la galaxie, on va finir par arriver à un domaine où l'essentiel de la masse est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et donc, on s'attend à avoir une retombée de la vitesse radiale suivant les lois de Kepler, qui sont des lois qui sont strictement valides à partir du moment où la masse centrale domine. Or, l'observation générique qui a été faite dans les années 50, quand on a commencé à pouvoir mesurer des vitesses avec le gaz hydrogène, c'est que ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas. On a une rotation vers le centre qui est quasi solide, pas tout à fait, et puis on ne voit jamais, ou pratiquement jamais, la retombée keplérienne de cette chose-là. Et l'interprétation de ces vitesses, de ces courbes de rotation, ça veut dire qu'on n'arrive jamais à atteindre le moment où la galaxie est dominée par la partie qui se trouve
à l'intérieur du rayon où l'on se trouve, et qu'il y a donc un halo massif de quelque chose qui génère une force gravitationnelle tout autour de la galaxie et que l'on ne voit pas. Et ce sont ces halos de matière noire. Donc c'est l'introduction de la matière noire dans la physique, c'est par le biais de la dynamique des objets, qui ont commencé par être des galaxies, des amas de galaxies, et puis qui ont atteint la dynamique de l'univers lui-même. C'est-à-dire, pour expliquer la dynamique de l'expansion de l'univers, on s'est aperçu qu'on ne le faisait pas sans matière noire. Alors, pour expliquer d'où sort notre besoin de rajouter de l'énergie noire à notre modèle, il va falloir qu'on fasse un détour par la question de la mesure des distances. Et c'est pour ça qu'on arrive à la géométrie. Mesurer des distances, c'est faire de la géométrie et c'est comprendre quelle peut bien être la géométrie de l'univers dans lequel on se trouve. Alors, mesurer des distances, en fait, ça se fait essentiellement par l'intermédiaire d'une chose qui s'appelle le décalage spectral, le fait que la lumière qui nous parvient des objets ne nous parvient pas à la même longueur d'onde ou à la même fréquence que celle à laquelle elle a été émise. C'est un phénomène avec lequel vous êtes absolument familier, puisque c'est une analogie. On a le même phénomène qui se passe avec les ondes sonores. Quand vous entendez une ambulance arriver, elle n'a pas la même note que quand vous la regardez partir. C'est le fait que vous êtes statique et elle est en mouvement. C'est aussi par ce même effet qu'on mesure votre vitesse sur la route et qu'on est capable de savoir que vous dépassez ou pas la vitesse limite. Donc c'est la propagation des ondes qui se réfléchissent sur votre voiture en mouvement. Bon, les objets astrophysiques, ils émettent de la lumière par un grand nombre de processus physiques, des transitions moléculaires, tout ce qu'on veut, et ça donne des signatures spectrales très claires. Ici, c'est le spectre du Soleil dans lequel toutes ces bandes d'absorption sont dues aux atomes qui se trouvent dans les hautes couches de l'atmosphère. On peut les identifier, ils apparaissent avec des rapports d'ondes très caractéristiques et donc on peut les retrouver. Et donc on peut identifier la différence entre l'onde reçue, la longueur d'onde reçue, et celle qu'on aurait dû recevoir si l'objet était en repos. Et la propagation de la lumière dans un univers qui est régi par la relativité générale, du fait que la présence de matière agit sur la géométrie de l'univers, agit sur les trajectoires de la lumière, ça prédit l'existence de phénomènes de décalage spectral. Il peut y en avoir aux abords des trous noirs, et il y en a plus généralement. En fait, dans un univers en expansion, la lumière qui nous parvient des objets les plus distants de l'univers est décalée vers le rouge, avec un décalage qui est lié à la distance entre nous et l'émetteur. Donc ça, c'est vraiment une prédiction de la relativité générale. Et la conséquence de ce que cette prédiction nous donne un univers qui est dynamique, qui est en expansion, on va mesurer des décalages spectraux, et ils vont être liés à la distance entre nous et l'émetteur. Cela dit, cette liaison, cette relation, c'est la cosmologie, c'est l'évolution de l'univers, c'est sa constitution qui l'a créée, et elle n'est pas forcément simple. Alors, dans l'univers essentiellement local, finalement, on est dominé par une expansion relativement simple, et c'est la loi de Hubble, qui a été découverte en 1929, ce fait que, quand on observe les galaxies proches de nous, elles ont une vitesse apparente d'expansion qui est proportionnelle à leur distance. C'est cette relation V héliocentrique, c'est-à-dire la vitesse de la lumière fois le décalage spectral, est proportionnelle à la distance fois une constante qui est la constante de Hubble. C'est le point de départ de la conception d'un univers en expansion. C'était quelque chose qui était déjà proposé par quelques physiciens relativistes qui l'avaient vu dans les équations de la relativité générale. C'était quelque chose que Einstein avait vu aussi, mais refusé, parce qu'à son époque, en fait, il n'y avait pas d'indication que l'univers était en expansion. Donc il vivait dans un monde où les conceptions de l'univers étaient plutôt statiques, et donc logiquement, il avait réglé son modèle pour expliquer l'univers tel qu'il était connu ou compris à son époque. Et c'est cette observation qui lui a montré qu'en fait, non, il fallait admettre la possibilité de cet univers en expansion tel que prédite par son modèle. C'était un petit peu, je pense qu'il s'en est un peu voulu de ne pas avoir anticipé cette chose-là, mais je pense qu'on ne peut pas non plus lui en vouloir. Il avait fait un saut conceptuel énorme et il avait essayé de s'adapter au concept connu à son époque à lui. J'en profite pour dire que le fait que la relativité générale puisse prédire à la fois un modèle statique ou un modèle en expansion, c'est dû à un point
de détail, mais qui va avoir son importance, c'est que les équations de la relativité générale, c'est des équations différentielles. Elles disent comment les taux de variation spatiale, temporelle, sont reliés entre eux. Et pour arriver à prédire l'histoire de l'univers, c'est-à-dire l'évolution des distances, des choses, il faut faire une intégration de ces équations, et cette intégration fait apparaître des constantes. Une constante, la constante qu'on appelle cosmologique, et en réglant la valeur de cette constante, on peut avoir des univers en expansion ou des univers statiques. Donc c'est un élément de, on peut dire, choix du physicien, de choisir quelle peut être la valeur de cette constante, ou un élément de réglage par rapport à des données. On va chercher la valeur de la constante cosmologique qui ajuste au mieux les données que l'on a. À l'époque où Einstein formalise la relativité générale, ces données sont que l'univers est statique, et il ajuste donc son modèle à ces données-là. Quand Hubble montre que l'univers est dynamique, est en expansion, il faut réajuster. Il se trouve qu'on peut réajuster le modèle, et c'est ça sa force. On peut le réajuster de telle sorte qu'il prédise un univers en expansion. Comment est-ce qu'en fait, nous mesurons les distances? On fait en astronomie exactement la même chose que ce qu'on fait nous en tant qu'êtres humains, quand on veut traverser la route et qu'on regarde à quelle distance sont les voitures. On estime la distance à laquelle elles sont et notre capacité à traverser la route plus vite que le temps que va mettre cette voiture à arriver jusqu'à nous, à partir d'une chose inconsciente maintenant, qui est qu'on sait quelle est la taille absolue d'une voiture. Et donc, si je la vois sur une taille angulaire de l'ordre de l'écartement entre mes deux doigts, elle est loin. Mais si je la vois avec une taille angulaire qui est à peu près la hauteur de ma main, elle est très près, parce que je sais quelle taille elle fait absolument. Et de la même façon, quand vous estimez combien de temps ça va vous prendre d'aller au bloc de maison suivant, vous connaissez à peu près la taille de l'immeuble, et donc vous savez à quelle distance il est. On estime une distance tout le temps comme ça dans notre environnement local. Bon, en astronomie, c'est pareil. Pour mesurer une distance, il faut reconnaître une propriété intrinsèque ou une propriété absolue d'un objet et la comparer avec ce qu'on mesure localement. Alors c'est ce qu'on appelle les chandelles standards ou les règles standards, c'est-à-dire c'est de trouver des catégories d'objets dont on peut trouver la luminosité absolue sans connaître la distance. Alors l'exemple sur lequel, ceux dont s'était servi Hubble par exemple, c'était les étoiles céphéides, qui sont des étoiles variables et dont la période de variation, qui est observable, est fonction de la luminosité totale. Donc vous observez la période, vous connaissez la luminosité totale, vous mesurez ce qui vous parvient, et le rapport entre les deux est fonction du carré de la distance. Alors évidemment, le problème, c'est que les céphéides, on ne peut pas les observer très très loin, et donc il faut trouver d'autres chandelles standards, et pour aller observer sur des très très grandes distances, en fait, ce qu'on utilise, ce sont les supernovas. Les supernovas, ce sont des étoiles en fin de vie. Alors, il y a deux catégories de supernovas. Il y a les supernovas qui correspondent à des étoiles massives en fin de vie, qui sont incapables de continuer à produire des réactions de fusion pour supporter leur propre poids et qui s'effondrent. Et puis, il y a des supernovas qu'on appelle les supernovas de type 1A, qui sont des étoiles binaires, dans lesquelles il y a du transfert de masse du compagnon vers un compagnon compact, une naine blanche ou quelque chose comme ça, et où la quantité de matière qui tombe sur la naine blanche peut dépasser des seuils critiques et déclencher l'explosion. Et l'intérêt de ces supernovas de type 1A, c'est qu'on a observé qu'il y a une relation universelle entre la luminosité absolue de la supernova et le temps de décroissance de la luminosité de l'objet. C'est-à-dire que la supernova va exploser, et puis sa luminosité va décroître. Donc quand elle explose, elle a des luminosités extrêmement grandes, ce qui permet de la repérer très très loin dans l'univers, et de continuer à l'observer. On va mesurer la vitesse de décroissance de la lumière, et cette vitesse de décroissance nous donne la luminosité totale de l'objet. Et là, c'est gagné. On a la luminosité totale de l'objet, on a la luminosité observée de l'objet, et le rapport, c'est la distance au carré. Par ailleurs, ces objets, ils sont dans des galaxies. Les supernovas n'explosent pas, n'existent pas dans le milieu intergalactique, elles sont dans des galaxies. On peut mesurer le décalage spectral de la galaxie, c'est-à-dire à quelle longueur d'onde nous arrive le rayonnement
de cette galaxie. Donc ce décalage spectral, on va l'appeler Z, c'est-à-dire l'effet de propagation de la lumière dans l'univers en expansion entre le moment où la galaxie, où la supernova a explosé et maintenant. On a donc d'un côté un décalage spectral, de l'autre côté une distance, et donc on va avoir comme ça la capacité de mesurer la relation entre le décalage spectral, qui est l'effet de propagation de la lumière dans l'univers en expansion pendant toute l'histoire qui nous sépare de cet objet, et puis la distance à laquelle il se trouve. Donc cette relation, le décalage spectral en fonction de la distance, qui est linéaire dans l'espace très proche, comme l'avait remarqué Hubble, c'est l'évolution de la géométrie de l'univers qui la dicte. Comment l'univers s'est étendu, à quelle vitesse et à quel moment. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la cosmologie. La cosmologie, c'est vraiment essayer de comprendre comment l'univers évolue sous l'effet de ses constituantes et d'une impulsion initiale, de conditions initiales données. Et un modèle cosmologique, c'est vraiment une série de paramètres, la quantité de matière, la densité de la matière, la densité de l'énergie noire, et ainsi de suite, qui permettent de dire comment la géométrie de l'univers va évoluer au cours du temps, et comment nous, qui sommes à l'intérieur de l'univers, on va voir cette évolution. C'est ça un modèle cosmologique. Et avec les supernovas, on peut vraiment explorer de façon expérimentale sur des très grandes époques. Avec les supernovas, on va remonter, on va être capable de mesurer ce type de relation sur des époques qui vont quasiment au-delà de la moitié de la vie de l'univers, donc des temps caractéristiques extrêmement longs. On peut explorer cette relation de façon expérimentale. Et c'est parce qu'on a réussi à aller aussi loin qu'on a commencé à voir des déviations de ce qu'on avait pu prévoir juste avant, et c'est comme ça que l'énergie noire est apparue. Alors, ce graphe-là, il est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, donc Z égale 1.4, c'est à peu près, on est à peu près sur donc c'est le décalage spectral. Hein. Z, c'est le rapport entre, c'est la différence de longueur d'onde sur la longueur d'onde initiale. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'on est ici, un décalage spectral de 0, c'est l'époque actuelle. Et quand on remonte à des objets qui sont à des décalages de 1.4, on est quasiment arrivé à la moitié de la vie de l'univers. Donc on a échantillonné la relation entre le décalage spectral et la distance, qui est en fait quelque chose qui est écrit ici, sur ce type d'échelle de temps. Et cette ligne, c'est la prédiction d'un modèle cosmologique, celui-ci, comparé aux données. Donc on a un accord extrêmement bon d'un modèle cosmologique qui est celui-ci, qui contient à peu près 4,8% d'énergie liée aux particules connues de la physique des particules, les photons, ce qu'on appelle les baryons, c'est-à-dire tous nos constituants. À peu près un quart de matière noire. Donc cette matière noire, son rôle, c'est d'agir gravitationnellement. Elle ralentit, c'est elle qui ralentissait l'expansion de l'univers et qui, avant qu'on découvre, en échantillonnant sur suffisamment longtemps que l'univers était en réaccélération, nous plaçait, il y a de ça encore 20 ans, dans ce concept d'un univers dont l'expansion allait ralentir pour s'arrêter, mais à l'infini. Et puis, de 70% à peu près d'énergie noire qui se comporte comme une force de pression qui vient s'opposer à la gravitation et qui, depuis en fait quelques milliards d'années, est la force dominante de l'expansion de l'univers. Alors, là, si vous reprenez la conférence de Francis Bernardo, je pense qu'il en parle. Autant la matière noire, on peut considérer qu'on peut comprendre son comportement en disant voilà, c'est une matière dont le rôle est d'exercer une force gravitationnelle, et au fur et à mesure que l'univers s'étend, elle se dilue dans l'univers, donc sa force à grande échelle devient plus faible. Autant l'énergie noire est un concept très compliqué à comprendre, parce que quand je fais l'analogie avec une force de pression, et que vous mettez en parallèle cette idée d'expansion de l'univers, eh bien, naturellement, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, c'est que si j'ai de la pression dans un volume et que ce volume augmente, la pression baisse. Or, ce n'est pas le cas de l'énergie noire. L'énergie noire doit rester à une pression, son effet de pression doit rester constant malgré l'expansion de l'univers. Et c'est ce qui explique qu'on ait eu d'abord une phase d'expansion ralentie, c'est-à-dire une époque dominée par la matière noire, et qu'on passe maintenant à une époque d'expansion accélérée, qui est celui où la matière noire s'étant diluée dans un univers en expansion,
elle est trop faible pour s'opposer à l'effet de pression de l'énergie noire. Donc, ce mot-là, c'est pour vous expliquer que les analogies sont des choses utiles pour essayer de comprendre comment les choses se comportent, mais il faut savoir s'arrêter, parce que ce ne sont que des analogies. Et il faut aller regarder dans les équations pour savoir comment ça se comporte. Alors, juste un petit mot pour expliquer d'où pourront venir les explications sur la matière noire et l'énergie noire. Alors la matière noire, je pense que nous, astronomes, nous avons délégué cela aux physiciens des particules. C'est à eux de nous dire qu'est-ce que ça peut être. Nous, on va dire ce que ça ne peut pas être. Et c'est à eux de nous expliquer ce que ça pourrait être. Aujourd'hui, ce qui est le défi pour les physiciens des particules, c'est que ce qu'on leur a dit, c'est que toutes vos particules ne peuvent pas expliquer la matière noire. Donc maintenant, voilà. Alors, de toute façon, il y a un petit souci dont on parlera peut-être, qui est que nous, astronomes, nous fonctionnons essentiellement avec une théorie de la relativité générale, qui n'est pour l'instant toujours pas compatible avec les théories du modèle standard de la physique des particules, qui sont les interactions fondamentales. Alors justement, on va y venir. Alors pour l'énergie noire, en fait, on a une série d'explications possibles qu'on veut tester. La première d'entre elles, c'est la constante cosmologique, je vous en ai parlé, c'est-à-dire cette constante qui entre dans les équations d'Einstein quand on les intègre. Il y a une valeur qui permet d'expliquer la dynamique de l'univers. Elle n'explique pas la matière noire, mais elle explique la dynamique de l'univers post-dominance de l'énergie noire. Son seul problème, alors on pourrait dire c'est extrêmement élégant, on ne change rien, on a juste la constante. Son seul problème, c'est qu'elle a une valeur précise, extrêmement précise, et qu'elle est des dizaines d'ordres de grandeur par rapport au-dessus de toutes les autres constantes de la physique. Alors, vous me direz, oui, ben voilà, c'est un fait. Bon, c'est un fait qui pose problème aux physiciens. Toutes les constantes de la physique sont en 10 moins 27, 10 moins 30, ainsi de suite, et la constante cosmologique est en 10 plus 60. Ça pose des problèmes qu'on peut dire philosophiques, mais finalement, la physique a souvent avancé parce qu'on se posait un problème philosophique. Et quand on réfléchit à la façon dont Copernic a trouvé son idée de replacer le Soleil au centre du système solaire, c'était aussi un problème philosophique. Ça peut être des effets en fait, de rétroaction dans le cadre de la relativité générale. La relativité générale, c'est une théorie assez compliquée. Pour arriver à faire des modèles d'univers, on traite souvent la relativité générale à des échelles où elle reste linéaire. Quand on rentre dans le détail, il y a des effets très subtils qui peuvent réapparaître, et ça, c'est des choses qui pourraient expliquer certaines propriétés observées liées à l'énergie noire. Ou alors, il faut abandonner les choses, il faut modifier la relativité générale. Ça n'est pas une mince affaire, parce que la relativité générale explique énormément de choses, et donc, à chaque fois qu'on veut remplacer une théorie par une autre, il ne s'agit pas de faire une théorie qui explique le problème qu'on a à résoudre. Il faut qu'elle explique ce problème et tous les autres. Si elle résout un problème en ouvrant 10, eh bien, on ne va pas forcément l'accepter. Et puis, on peut revenir sur cette histoire de physique des particules et dire, en fait, il faut rajouter des composantes, une force dans le modèle de physique des particules. Donc tout ça, ce sont des théories. En fait, il y a beaucoup de théories pour expliquer ce que pourrait être l'énergie noire, et elles font des prédictions sur la façon dont l'univers va se comporter. On en revient donc à cette question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut mesurer quelque chose qu'on ne peut pas saisir, quelque chose qu'on ne peut pas capter, quelque chose qui reste obscur? Alors, en fait, on fait ça, on sait faire ça. On le fait pas mal de fois. Ça, c'est une image du centre de notre galaxie fait en optique adaptative pour avoir une très bonne résolution. Et quand on observe le centre galactique au fil du temps, on s'aperçoit que les objets bougent dans le centre galactique. Et certains d'entre eux décrivent des orbites qu'on va reconnaître très très bien. Ce sont des orbites elliptiques. Orbite elliptique, loi de Kepler. Loi de Kepler dit présence d'un objet central. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer la masse du trou noir au centre de la galaxie. Donc on sait déjà faire des mesures de choses qu'on ne peut pas saisir. Mais on le fait, là, en postulant l'existence de quelque chose, en observant le comportement, la trace, la réaction des objets autour, et en déduisant ce qui peut bien se passer. Donc, ce type de mesure de
d'utilisation des lois de Kepler pour aller mesurer quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Ça se fait dans le centre galactique parce qu'on a la résolution spatiale, mais ça peut aussi se faire dans certains disques autour de trous noirs supermassifs, parce que ces disques d'accrétion vont tourner autour des trous noirs et on peut mesurer les vitesses et voir qu'on est dans ce type de rotation. Donc, on a la bonne piste, il s'agit d'essayer de trouver des effets par lesquels se manifestent l'énergie noire et la matière noire, de trouver des effets observables. Et c'est ça l'objectif de la mission Euclide, qui va partir en février 2023, c'est la date. Donc, comme tout lancement, la date de lancement est certaine le lendemain du lancement. Donc, bon, il y a un bon degré de certitude qu'on lancera en 2023. Et on espère que ce sera février 2023. Alors Euclide, c'est un télescope, c'est un extrêmement bon télescope, il a une précision d'état de surface qui est extrêmement bonne, parce que je vais vous expliquer pourquoi, on a besoin de quelque chose d'extrêmement précis. C'est pas un très grand télescope, il fait à peu près 1,20 m. Il est réalisé, vous avez donc ça, ce sont des images de synthèse. Maintenant, on fait des choses dans l'industrie on se dit, mais pourquoi fabriquer en synthèse? C'est tout aussi beau qu'une fois fait. Donc, ce sont des images de synthèse. En fait, il est tout noir parce qu'il est en carbure de silicium, qui est une céramique. Et cette céramique, elle a le bon goût d'avoir un coefficient de dilatation thermique extrêmement faible, qu'on peut dire quasi nul. Ça veut dire qu'on peut réaliser le télescope au laboratoire, le tester, vérifier qu'il est aligné, focalisé, et le lancer. Et dans le vide intersidéral, où il aura une température entre 70 et 100 Kelvin, donc il ne va pas bouger. Il va être exactement réglé au même niveau. Et en fait, le télescope ici est posé sur un banc optique qu'on retrouve à l'envers ici. Et on va voir les deux instruments qu'on a réalisés. L'instrument visible, qui est une caméra dont je vais parler, et l'instrument infrarouge, qui est ici. Alors les télescopes, en fait, maintenant, comme je vous disais, on est en phase d'assemblage du modèle de vol, donc les miroirs sont réalisés. En fait, toute la partie, ce qu'on appelle payload, la charge utile, est assemblée. D'ailleurs, la voilà, ça c'est la vraie charge utile. On voit la taille d'une personne ici. Donc on retrouve, le télescope est en dessous, on le distingue sa cage là, qui le protège de la lumière parasite. Et en fait, l'arrivée du faisceau se fait par ici. Il va y avoir des miroirs de renvoi pour séparer le faisceau entre une partie sur l'instrument infrarouge et une partie sur l'instrument optique. Alors, comparé à l'image précédente, ici, on distinguait les détecteurs, j'en parlerai plus tard. Là, en fait, on a un obturateur qui vient fermer l'instrument pour le protéger. Alors, ce sont des réalisations assez conséquentes, en fait, de beaucoup de pays. Ça, c'est l'instrument de spectroscopie et imagerie en infrarouge. Donc, on va faire de l'imagerie, mesurer de la quantité d'énergie qui nous vient des galaxies et de la spectroscopie. Alors, ce sont des détecteurs en fait, qu'on est obligé d'acheter aux Américains. Ça, c'est un petit problème européen. Nous n'avons pas de ligne de fabrication de détecteurs infrarouges qui soient compétitives. Ce sont des détecteurs 2000 par 2000 et il y en a 16 dans le plan focal. Donc, c'est le plus grand plan focal de détecteurs infrarouges jamais lancé. C'est une réalisation qui doit beaucoup à la France, puisqu'on a l'assemblage de l'instrument et les tests ont été faits à Marseille. Il est lui aussi réalisé en carbure de silicium, toujours pour les mêmes raisons, pour qu'on ait un ensemble technique d'instruments qui ne bouge pas quand la température du télescope change. Et par contre, les détecteurs nous sont fournis par la NASA, ce qui vous indique que la collaboration, je dirais à l'échelle des expériences de ce type, c'est une collaboration qui est véritablement internationale. Euclide, c'est une expérience européenne essentiellement, mais avec une contribution de la NASA comme pratiquement toutes les grandes missions spatiales. Et la réciproque est assez vraie. Le JWST qui va partir le 18 décembre, il est lancé par l'Europe sur Ariane 5, mais il emporte un instrument qui est réalisé complètement par l'Europe, qui est NIRSPEC, et un instrument sur lequel les Européens ont contribué, qui est MIRI. Donc cette collaboration croisée Europe-États-Unis, elle est assez systématique à cette échelle. Et puis ça, c'est l'instrument visible. Alors ils n'ont pas des noms très évocateurs. L'instrument visible s'appelle VISE. Voilà, bon. Donc il est essentiellement assemblé au CEA. Les chaînes, ce qu'on appelle les chaînes de lecture, ce qui viennent lire les détecteurs, nous proviennent d'Angleterre. Alors lui, il emporte 36 CCD,
qui font 4000 par 4000. Donc ça fait un plan focal qui est plutôt de l'ordre du gigapixel que du mégapixel. Et pour se donner un ordre d'idée, Euclide va observer le ciel. Il a un télescope de 1,20 m, c'est pas très loin de la taille du Hubble Space Telescope, qui est de 2 mètres. Et en une journée, on va observer quasiment la même quantité de ciel que ce qui a été observé par Hubble dans ses 30 ans. Alors, c'est énorme, mais c'est pas pour faire la même chose. Donc, on peut pas se comparer strictement. Hubble a observé certains champs avec une sensibilité bien plus grande que celle qu'on va avoir. Mais ça vous donne une petite idée. Et typiquement, si vous vouliez afficher une image Euclide à la résolution du pixel, il vous faudrait un bon budget en écran haute définition. Bon, mais on ne le fera pas, c'est pas pour ça qu'on va le faire. Donc en fait, c'est un instrument qui a été assemblé au CEA avec des contributions qui viennent de pas mal de pays européens. Il n'y a pas de contribution américaine sur l'instrument VISE. Et la responsabilité principale est en Angleterre. Et en fait, il y a un troisième instrument sur Euclide, et je vous expliquerai pourquoi, qui lui est plus compliqué, c'est le sol. En fait, Euclide, on va faire des observations dans le visible avec une seule bande spectrale, un seul point de photométrie, parce que ce qui nous intéressera là, c'est de mesurer très très précisément les formes des objets. Mais on a besoin aussi de localiser ces objets, ces galaxies, en profondeur temporelle, savoir à quelle distance de nous ou à quelle époque ils se trouvent. On ne peut pas le faire avec le décalage spectral, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps ou on ne serait pas assez sensible. Alors on le fait avec quelque chose qui est une approximation du décalage spectral, qui est la distribution spectrale d'énergie. On va mesurer la lumière qui nous vient de ces galaxies à différents points de leur spectre, et avec des modèles, on arrive à positionner ces galaxies dans des tranches de distance suffisamment précises pour qu'on puisse à peu près dire où est-ce qu'elles sont et faire des groupes de galaxies qui sont situées à un décalage spectral de 0,5, un décalage spectral de 0,7, puis 0,9, puis 1,2. On fait des grands blocs de ça. Et pour ça, les instruments qu'on a à bord d'Euclide ne vont pas suffire. On a une bande visible et 3 bandes infrarouges. Il nous faut couvrir cette bande visible avec des télescopes au sol. Et donc, on a des collaborations avec tout un ensemble de télescopes ou d'autres collaborations qui font le même type de sciences pour capter de la photométrie. Alors, c'est essentiellement des télescopes qui sont situés au Chili, mais on a aussi des observations qui sont faites depuis Hawaï et depuis l'Espagne pour collecter l'ensemble des données dont on a besoin. Et on appelle ça le troisième instrument parce qu'en fait, c'est relativement simple d'observer depuis l'espace. Il faut bien sûr faire son satellite, mais malgré tout, une fois qu'on est lancé, les conditions atmosphériques sont stables. C'est beaucoup plus compliqué de faire des observations de très long terme depuis le sol. On est tributaire de tout un tas d'aléas humains comme géologiques ou climatiques. Donc, avec Euclide, ce qu'on va faire, vraiment, c'est des images de très très haute précision de milliards de galaxies, mesurer la luminosité de toutes ces galaxies dans une série de positions le long de leur spectre, pour arriver à dire quelque chose de leur distance, quelque chose de pas très précis, mais suffisamment pour faire des blocs, des groupes de ce catalogue dans différentes bandes. Et puis le spectre et le décalage spectral de galaxies d'environ 50 à 100 millions de galaxies. Cette fois-ci, celles-ci, on va les localiser précisément en 3 dimensions. Et avec ça, on va s'attaquer au problème de l'énergie noire et de la matière noire. Alors ça semble quand même encore un petit peu ténu comme lien, parce que là, on est toujours dans un univers bien visible, dont je vous ai dit qu'il constituait que 5% du total énergétique de l'univers. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fait de la cosmologie une fois qu'on a ces données. Et donc la première des sondes qu'on va utiliser, c'est l'effet de lentille gravitationnelle. Ça, c'est un film de synthèse, parce que pour arriver à observer ce genre de choses, il faudrait soit se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, et sans doute aussi être relativement immortel pour avoir le temps de parcourir cette distance. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ? On est en train de regarder un amas de galaxies, ces galaxies qui apparaissent plutôt jaunes. Cet amas de galaxies, il est dans l'univers local, ou en tout cas légèrement, pas tellement distant. Et derrière cet amas de galaxies, on voit le reste de l'univers, c'est-à-dire toutes les galaxies qui peuplent l'univers derrière lui. Et si on imagine qu'on se déplace, on fait le tour de notre grand amas de galaxies,
on a un effet de parallaxe qui fait que il se déplace par rapport au fond. Et ce qu'on voit, c'est la formation de ces arcs ici, qui sont des images des galaxies d'arrière-plan, qui nous parviennent en traversant le potentiel gravitationnel de l'amas de galaxies. La gravitation déforme la structure de l'espace-temps et donc dévie la lumière qui nous parvient et fait un effet de lentille, c'est-à-dire déforme et en fait amplifie aussi une partie de la lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle forte. C'est ce qui permet d'aller détecter des objets derrière des amas de galaxies qu'on ne pourrait pas voir autrement parce que leur lumière ne serait pas assez puissante. Et c'est des choses qu'on voit. Les arcs gravitationnels ont été découverts. Ils ont été mesurés pour la première fois dans les années 80, me semble-t-il. Et on les voit, c'est quelque chose de très très fréquent. C'est une prédiction de la relativité générale. Et c'est une façon aussi de mesurer la masse totale des galaxies, des amas de galaxies, puisque c'est fonction du potentiel gravitationnel dans lequel la lumière doit se déplacer. Et c'est aussi une façon de confirmer que la masse totale des amas de galaxies est bien supérieure à la masse qu'on pourrait déduire en comptant la masse des galaxies qui s'y trouvent. Donc on sait, à nouveau, grâce à cette présence d'arcs gravitationnels, qu'il faut rajouter de la matière ou quelque chose qui a le même effet que la matière gravitationnelle pour les amas de galaxies. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'antillage gravitationnel, le cisaillement gravitationnel fort. Il est fort parce qu'on le voit, il génère des déformations extrêmement grandes. Mais en fait, le cisaillement gravitationnel est présent tout le temps, dès qu'il y a une fluctuation de la densité de matière. Si on était dans un univers complètement uniforme en termes de distribution de matière, la relativité générale nous dirait que c'est un univers totalement plat, il n'y a pas de courbure nulle part, mais ce n'est pas le cas. On est dans un univers dans lequel la matière est distribuée de façon inhomogène, donc il y a de la courbure, donc il y a de la déformation. Et c'est ce qu'on va faire. On va utiliser la déformation par des objets qui sont massifs, d'objets qui se situent à l'arrière-plan. Cette déformation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aplatir les galaxies, l'image des galaxies, dans un sens particulier qui dépend de la quantité de matière. Donc c'est ce qu'on fait. On va observer avec Euclide des objets, des galaxies qui se situent à différentes époques de l'univers et qui, parce que leur image doit traverser la quantité de matière qui se trouve entre nous et eux, et qu'il y a de la structure dans cette matière, elle a été structurée par l'effet d'amplification des perturbations initiales, et déformée de façon cohérente quand on va observer des objets qui sont proches les uns des autres, qui sont proches à la fois spatialement et puis en temps, c'est-à-dire que ça nous vient de la même zone de l'univers. Donc on va comme ça reconstituer la distribution de ces déformations sur le ciel. Et cette distribution de déformation, c'est la trace de la quantité de matière qu'elles sont obligées de traverser. C'est une trace qui n'est pas uniforme parce que ça dépend de l'endroit où on regarde. On est passé plus ou moins par des surdensités ou des sous-densités de l'univers. Et c'est une trace qui varie dans le temps parce que si j'observe des galaxies qui sont plus proches, j'échantillonne moins de la vie de l'univers. Si j'utilise des galaxies qui sont plus lointaines, j'échantillonne plus de la vie de l'univers. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je fais de la tomographie, c'est-à-dire que je peux calculer la différence entre ce que j'ai mesuré sur cette tranche et ce que j'ai mesuré sur celle-ci, et ça me donne ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir la capacité de localiser, pas très précisément, mais suffisamment précisément quand même, la position des objets que j'ai observés, pour faire comme ça des tranches d'univers et regarder comment la distribution de matière évolue au fil du temps. Et en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que nos galaxies, là derrière, elles n'ont pas une forme spéciale. Parce que je vous ai dit, je mesure des déformations, mais il y a sans doute certains d'entre vous qui ont dit « mais une déformation par rapport à quoi ?» Là, il faudrait savoir quelle est la vraie forme que je devrais observer. Or, ça, je ne peux pas le connaître. Donc c'est pour ça qu'on va observer, on a besoin d'un instrument qui est extrêmement précis pour mesurer très précisément des formes, et observer des très grands champs avec une très bonne résolution spatiale pour avoir beaucoup d'objets par unité de surface. Et ce qu'on fait, c'est on fait la moyenne. Donc vous avez des objets qui sont des galaxies, qui sont plutôt des disques. Ils sont distribués de façon complètement aléatoire, d'accord ? Si rien ne se passe, il n'y a aucune déformation, la forme moyenne de ces objets,
ça devra être à nouveau un disque. Vous avez moyenné sur suffisamment pour que les effets d'orientation relatifs des objets les uns par rapport aux autres s'annulent. Si ils sont tous dans une direction où il y a une surdensité de matière, ils vont être écrasés, les images vont être écrasées dans un sens spécifique et la moyenne de la forme ne va plus être ce disque, elle va vous dire quelque chose sur la quantité de matière qu'il y avait eu. En fait, je prends souvent cette image du fond de la piscine pour expliquer. C'est un peu la même chose. Quand vous regardez le fond de la piscine, vous savez qu'il y a un carrelage régulier. D'accord ? Mais il n'apparaît pas régulier parce qu'au passage de l'interface RO, la direction de propagation de la lumière change. Or, cette interface n'est pas plate. D'accord ? Elle est agitée de vagues. Et en fait, en connaissant cette physique de la réfraction, plus la taille du quadrillage, vous pourriez reconstituer la surface de l'eau que vous ne voyez pas. C'est un peu la même chose. Je fais une hypothèse d'uniformité. Alors je la valide en disant, certes, mon objet initialement n'est pas uniforme, mais il a la capacité je peux moyenner pour qu'il le devienne, et j'en déduis la quantité de matière à travers laquelle les choses sont passées. Donc on fait ce genre de choses, on va mesurer en fait ce qu'on appelle des distributions angulaires ou des spectres de puissance, c'est-à-dire mesurer la quantité d'informations qu'il y a à différentes échelles, à différents décalages spectraux, on voit les choses varier, et on peut voir aussi ces différentes courbes sont différents modèles cosmologiques, hein, on change des constituants du modèle cosmologique et on va voir des signatures observables de l'effet des paramètres cosmologiques sur la distribution de matière. Pourquoi ? Parce que la matière noire a tendance à amplifier les irrégularités de distribution de matière sous l'effet de l'attraction, mais l'énergie noire, elle, a un effet inverse et leur équilibre va déterminer comment ces fonctions évoluent au fil du temps. Donc c'est exactement le principe que l'on cherchait, c'est-à-dire chercher des traces dans un élément observable, alors certes complexe, mais dans un élément observable, d'effets des quantités qui nous intéressent et des traces qui soient discriminantes, c'est-à-dire que suivant la valeur du modèle, W égale -1, ça c'est la constante cosmologique. Si c'est une constante cosmologique, ce paramètre vaut -1. Alors les physiciens, ils aiment bien ça, ils normalisent les choses de telle sorte que les choses simples soient 1, -1, 0. La constante cosmologique qui vaut 10 puissance plus 60, on peut exprimer les choses de telle sorte que le signe de la constante cosmologique soit que ce paramètre vaille -1. On peut avoir des modèles discriminants entre la quantité de matière, l'énergie noire. Donc il faut trouver une signature visible et discriminante des différents modèles. Et avec ça, on peut reconstituer, ça c'est une carte, c'est un relevé qui a été fait au sol, c'est une carte de la distribution de matière totale dans une petite fraction du ciel. Enfin, pour le sol, c'est une grande fraction du ciel, mais pour Euclide, ce sera une petite fraction du ciel, où on va retrouver ces pics de matière qui viennent correspondre souvent à des amas de galaxies ou des amas en formation. Et c'est ce qu'on va faire avec Euclide sur tout le ciel et mesurer la statistique de la distribution de ces choses-là à différentes époques. Et là-dedans, il y a la signature de la matière noire et des paramètres de l'énergie noire. Et puis on va faire une deuxième sonde qui est peut-être un peu plus compliquée à expliquer, mais moi que je trouve assez fantastique dans son principe. C'est celle de l'échelle des oscillations acoustiques des baryons. Alors ça, c'est un terme, ça s'appelle BAO en anglais, Baryonic Acoustic Oscillations. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà les baryons, c'est quoi ? C'est essentiellement les constituants du modèle standard, les protons, les neutrons, hein, pour les plus connus. C'est les particules qui pèsent lourd. Et des oscillations acoustiques avec 2 L, je pense, c'est mieux. C'est que le fait que dans la phase primordiale de l'univers, hein, quand il est encore un plasma chargé, où les photons sont émis mais immédiatement réabsorbés, on a donc un plasma magnéto-hydrodynamique. Et dans ce plasma, il peut y avoir des ondes de pression, des ondes acoustiques. Hein, acoustique, c'est pression. Donc il y a des ondes de pression. Et comme dans tout système qui a un certain nombre de paramètres figés, eh bien, ces ondes de pression vont avoir des fréquences qui couvrent
tout le spectre, mais elles auront des fréquences propres qui correspondent à l'établissement d'ondes qu'on va dire stationnaires. Si vous mettez une boîte et que vous la remplissez, ou une pièce, il peut y avoir des échos dans une pièce qui correspondent à la possibilité pour des ondes sonores d'avoir une partie stationnaire parce que la fréquence est commensurable avec la taille de la pièce. C'est un peu la même chose avec l'univers. Dans les paramètres cosmologiques de l'univers nous disent qu'il y a des fréquences qui sont plus stables dans l'univers que d'autres et que l'on peut mesurer. Alors on peut les mesurer sur ce genre de cartes. Là, c'est les cartes de Planck, donc c'est les écarts à la température du corps noir. Et ces écarts, on peut les représenter sous cette forme de spectre de puissance, c'est-à-dire qu'il y a quelle énergie dans des structures qui ont des tailles caractéristiques qui varient en fonction de l'échelle angulaire. Et on a un premier pic, donc elles ont l'air complètement aléatoires là, sur cette image, mais quand on fait une analyse statistique, elles ne le sont pas, et elles font apparaître des oscillations très claires, dont la première, c'est ce pic de la fréquence la plus probable de ces oscillations acoustiques dans ce plasma. Et elle se fige, en fait, à partir du moment où l'univers se découple, où la lumière et la matière se découplent, on cesse d'être dans ce régime de plasma, et elles vont se figer dans l'univers. C'est-à-dire que cette fréquence-là correspond à une surdensité qui existe au moment où la matière se découple de la lumière, et elle va évoluer au fil du temps, mais elle va rester présente parce qu'elle va attirer. Donc c'est une surdensité, elle va attirer de la matière, et on peut aller la chercher. On peut aller chercher la trace de cette échelle d'oscillation dans l'univers actuel. Parce qu'on a donc des zones de plus forte densité liées aux paramètres cosmologiques. Ces zones de plus forte densité vont attirer de la matière par gravité, et dans ces puits de potentiel vont se former les galaxies. Et c'est ce qu'on fait, en fait, on va aller observer la façon dont l'univers se structure en mesurant la position des galaxies. C'est pour ça que cette fois-ci, on a besoin du décalage spectral. On a besoin d'une position très précise pour voir ce petit effet. Donc on mesure le décalage spectral, on découvre la position des galaxies, et après on mesure les positions relatives des galaxies les unes par rapport aux autres. Et on fait cette distribution qui dit quelle est la probabilité de trouver deux galaxies séparées par 50 mégaparsecs, 100 mégaparsecs, 150 mégaparsecs. Si on a un univers qui est distribué de façon complètement aléatoire, on va avoir une courbe légèrement décroissante qui nous dit un peu la densité. Et ce que l'on observe, c'est qu'en fait, non, il y a un excès qu'on va observer à tous les décalages spectraux. Et cet excès, c'est l'échelle caractéristique des oscillations baryoniques acoustiques imprimées dans l'univers au moment du découplage matière-lumière, c'est-à-dire des décalages spectraux de 1000, qui évolue au fil du temps, donc qui serait de plus en plus, le signal serait de plus en plus fort si seule la matière noire existait, puisqu'on aurait tendance à amplifier l'excès de matière par effet gravitationnel, et qui est lissé par l'existence de l'énergie noire qui amène à repousser en fait ces objets. Et donc l'amplitude de ce signal et son évolution dans le temps sont une autre façon de trouver une trace observable dans l'univers de l'effet de la matière noire et de l'énergie noire. Alors c'est intéressant d'avoir plusieurs traces possibles parce qu'elles ne réagissent pas de la même façon à ce qu'on appelle les erreurs systématiques, notre incapacité à corriger un certain nombre de choses que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Tout à l'heure, je vous faisais par exemple remarquer que quand on dit qu'on va mesurer des déformations, on fait une hypothèse que les galaxies sont plus ou moins des disques assez réguliers. Il est possible que ce ne soit pas le cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entre vous qui sont des astronomes amateurs et qui me donneront des exemples de galaxies qui ne sont clairement pas des disques. Et quand je remonte le temps au cours de l'univers, il est probable que ces exemples soient plus légion que exceptionnels. Donc ça, c'est un effet systématique, un effet d'évolution des galaxies qu'on va pouvoir essayer de croiser avec une sonde indépendante qui est celle-ci. Réciproquement, la sonde BAO, elle s'intéresse elle mesure des décalages spectraux de galaxies avec l'hypothèse que ces galaxies se forment là où j'ai la plupart de la matière noire. Et il faut peut-être que je vérifie cette chose-là. Donc il y a peut-être un biais
de traçage des surdensités de matière noire par les galaxies elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a envie de croiser le plus possible les preuves, les sondes, et qu'on ne fait pas qu'une seule expérience là-dedans. Alors en résumé, voilà le ciel qu'on va observer avec Euclide. Donc ce sont les zones à l'intérieur les zones coloriées en vert. Alors, vous voyez, on n'observe pas, on ne fait pas de la cosmologie en regardant à travers la galaxie, parce qu'il y a trop de choses sur la ligne de visée, on ne voit pas de galaxie. On n'en fait pas non plus en regardant à travers l'écliptique, et ça c'est essentiellement à cause de l'émission zodiacale, qui n'est pas si opaque que ça, mais qui est brillante, et donc qui nous rajoute du bruit de mesure. Cela dit, on fera certainement de très très belles images avec Euclide, et pas seulement des courbes, parce qu'il y a des objets du groupe local qui sont observés. On ne va pas tous les éviter, on va éviter le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan parce qu'ils sont très brillants. Mais on va aller observer des objets, on va observer des amas de galaxies. Donc on aura aussi de la science, on va dire, qu'on appelle legacy, héritage, c'est-à-dire de la science de l'univers local au sens large, faite avec Euclide et ses données. Et ça va nous prendre un certain temps. En fait, ça nous prend 6 ans. Euclide, c'est pas un satellite comme Planck qui balaye le ciel au fur et à mesure de sa rotation. C'est un satellite, c'est un observatoire. Il faut aller pointer le satellite, faire une observation qui dure à peu près 1 heure. Ça dure à peu près 1 heure de faire une séquence d'observation, et puis se dépointer et aller regarder. Et en fait, la résolution du problème, comment couvrir tout le ciel avec Euclide en le moins de temps possible, est très compliqué. Euclide est un satellite qui se place au point de Lagrange de l'orbite terrestre. Et donc, il peut pointer sur un grand cercle pour se maintenir à 90 degrés du Soleil. Et on ne l'autorise pas à faire on l'autorise qu'à faire de très petits décalages de son attitude, à la fois par rapport à ces 90 degrés du Soleil et par rapport à ce qu'on avait appelé une attitude de roulement, parce qu'on ne veut surtout pas changer les équilibres thermiques à l'intérieur du satellite, ce qui aurait une influence sur la qualité de l'image. Ça ne la dégraderait pas nécessairement, mais ça la ferait changer. Or, il nous faut beaucoup de temps pour faire tout le relevé, et on veut essayer de créer le moins de problèmes systématiques à l'intérieur de ce relevé. Il y a des trous dans ce relevé, c'est des endroits où il y a des étoiles qui sont trop brillantes. Et donc on ne peut pas les observer pour ne pas saturer nos détecteurs. Mais voilà, ça va nous prendre 6 ans de faire ce relevé. On va observer chaque point du ciel une fois et une seule. C'est très compliqué de revenir à un endroit donné, parce que revenir quelque part, en général, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps d'aller observer ailleurs. Donc en fait, il y a eu des développements dans la collaboration Euclide pour développer un algorithme de création du relevé. Ça ne se fait pas du tout à la main. Si vous tentez de le faire à la main, vous finissez par avoir des zones impossibles à couvrir dans le temps imparti. Et 6 ans, c'est long pour des CCD dans l'espace. C'est 6 ans de bombardement par des particules. Donc on ne peut pas vraiment se donner la liberté de le faire très longtemps, parce qu'au bout d'un certain temps, la qualité de nos détecteurs va être tellement dégradée qu'ils ne nous donneront plus la précision de mesure. Donc le résultat définitif, ça sera publié plutôt dans la prochaine décennie. On peut se dire, voilà, Euclide, c'est un satellite qui a été proposé en 2011, qui donnera son résultat 20 ans plus tard. C'est long, bon, c'est finalement pas si long que ça. Et surtout, en fait, on aura déjà, après la première année, couvert beaucoup plus de ciel que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc on aura des mesures, on va publier des mesures en 2025 sur la première année de données qui seront déjà plus précises que celles qu'on sait faire aujourd'hui. Donc il ne faut pas attendre forcément 2030. Voilà, donc les observables pour voir le noir, on a des observables directs. Ce qu'on va vraiment voir, ce sont des images en bande visible de plusieurs milliards de galaxies, leur distribution spectrale, c'est-à-dire comment leur luminosité varie en fonction de la longueur d'onde, du visible à l'infrarouge, le spectre de plusieurs dizaines de millions de galaxies pour les localiser précisément. Et ce qu'on va en déduire, c'est la distribution angulaire de la matière sombre en fonction de la distance et sa variation dans le temps. Tout ça qui nous donne un chemin vers la matière noire et l'énergie noire qui est bien long. Mais en fait, quand on y réfléchit, l'énergie sombre, ce n'est pas observé effectivement. Au contraire, la matière sombre, qu'on va observer directement en reconstituant sa distribution spectrale, mais c'est vraiment en regardant comment est-ce que
la matière, ce qu'on observe se conforme à ce qu'on est capable de prédire, qu'on va déduire quelque chose sur la matière, sur l'énergie noire. Et ça, c'est toujours ce qu'on fait. On regarde comment quelque chose qu'on observe se conforme à une prédiction qu'on est capable de faire, compte tenu d'un ensemble de connaissances. Et c'est par cette confrontation qu'on arrive à avancer, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence des choses qui ne se conforment pas, et on va chercher l'origine de ça, ou on va mettre en évidence que ça se conforme, et ça nous donne un élément de plus pour dire « oui, cette théorie reste valide ». Et ça pose toujours la question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'observer ? Et observer, en fait, c'est faire bien plus que regarder, c'est regarder, mais confronter à une prédiction de ce qu'on serait censé voir, et essayer de comprendre les dissonances entre ce qu'on voit et ce qu'on attend. Est-ce qu'elles sont dues à une mauvaise attente, à une mauvaise compréhension de ce que j'ai observé ? C'est-à-dire, je n'ai pas vu que dans ce que j'observais s'introduisaient des variables dont je n'ai pas tenu compte dans ma prédiction, et ainsi de suite. Et c'est ce dialogue-là, cette confrontation, qui fait qu'on avance et qu'on va avancer avec Euclide. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que je suis à peu près à l'heure.